Alors, je vais vous conter un fait légendaire et véridique. Hein? Mais avant, un petit prologue. Chaque famille, il y avait quelqu'un qui raconte, mais il y en a qui racontent des contes. Tu sais, des contes, c'est une richesse extraordinaire. Mais ça en était plein, la Côte-du-Sud. C'est des villages qui ont construit le pays, ça, ici. Tu sais, ça commence ici, l'histoire. C'est le cœur, en fait. Commence ici, c'est la Côte-du-Sud. Hein? Les écrivains aussi, tu sais, puis donc le fleuve, le grand personnage de l'histoire du Québec, c'est le fleuve. Il a transporté tout le monde. C'est un personnage vivant avec tous ses états d'âme, puis sa violence, la paisibilité, la beauté, tu sais, comme un être humain, comme un dieu ou une déesse. Les marins qui arrivent, tu sais, qui débarquent à Saint-Jean ou à Lillet ou à Québec, ou, tu sais, ça se placote, les marins, ça, tu sais, ça se raconte. Tu sais, il est arrivé peut-être par la mer, lui, le diable, tu sais. Il est arrivé peut-être par, tu sais, un marin. On va faire une petite pause, on aurait une lampe qui serait fermée. Je sais pas, j'ai parlé du diable, Colin. Je pense que j'ai parlé du diable. Je me suis mis à intéresser au conte parce que le conte, c'est un peu un père du théâtre aussi. Tu sais. Le premier théâtre qu'il y a eu, il y a du conte là-dedans. Tu racontes une histoire. Oh, qu'est-ce que je fais là? Moi, là, je suis en train de vous conter la fin avant de vous parler du commencement. Là, vous allez dire, ça, c'est un conteur, c'est un menteur. Attention, hein? Hey, le mensonge est ici de vérité. Moi, je suis allé enregistrer M. Adrien Desrosiers, qui était un violonneux que ma mère m'avait donné comme référent, qui est au foyer d'accueil à Matane. Puis là, moi, j'écoute ça après, tabarnouche, c'est extraordinaire, M. Desrosiers, il est violonneux et puis il est conteur. T'sais. Moi, je vais faire ça. Moi, le gars dont je veux vous parler, vous l'avez pas connu, ben moi non plus. Mais il a vraiment existé. Alexis, dit le trotteur. Ah, j'ai été dans des endroits, des pays que j'aurais jamais pensé d'aller de ma vie. Au Rwanda, puis en Côte d'Ivoire. C'est pas à porte, comme on dit. Parce que cet homme-là, bon comme le pain, trottait. Plus vite que le vent, galopait, il mâchouillait des petits brins de foin. Puis quand il voyait une belle jument, hey, il prenait le morauda. Hey, c'était-il un homme ou un centaure? Une chose certaine, on l'appelait le cheval du Nord! Allez-moi, Alexis, allez-moi, mon frère! Ça a commencé à la fin des années 70 à voyager en France, commencé en Bretagne surtout. Je vois à Paris aussi, Centre culturel canadien, comme beaucoup d'artistes. J'ai fait des compteurs en campagne, ça, dans la région Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. J'en ai fait une autre, Champagne-Ardenne. C'était formidable, c'était dans un petit village, compteur. Hein, ça proposait un gros théâtre, puis de grosses quincailleries de décors. Puis là, t'es hébergé par les gens. Ah, j'aimais ça, faire ça. Pourtant, je suis pas trop voyageur. Dans les années 80, quand je disais après le post-référendaire, l'espèce de descente d'enfer, si on peut dire, pour la plupart des artistes ici. Moi, je suis parti aux États-Unis. Je suis allé compter dans des high schools, dans des programmes de français. Trotter, courir, c'était sa vie. Sa seule richesse. Il courait contre les chiens, les cochons, les chevaux. Ah, les chevaux qu'il aimait bien. Devant les trains. Les chevaux de fer, comme les appelaient les Indiens. Je suis allé au pays de Galles. Oh là, j'ai failli pas revenir. Je comprenais pas quand tu parlais, les pays gallois. En revenant, je me suis perdu dans les autobus. J'avais des C'était ça s'appelle Behind the Border. J'étais dans le border en colique. En Belgique, au festival de Chigny. Il y a un monstre qui s'en vient. C'est le progrès, le train. Hein. C'était, hey, là, le train, hein, là, le monde sortait pour aller voir arriver le train, le voir partir. Hey, les gars, hey, débug la traque, mon vieux, watch out, là! Comme image aussi, tu sais, de fer, c'est gros, c'est les rails. Hey! Puis mets-toi pas devant, parce que, tu sais, il arrête pas devant toi.
ben là, ça, c'est l'humanité. Tant qu'elle va être encore humanité, ça fait partie de son lot. La fraternité, l'écoute, l'entente de l'autre, partager, la parole, l'imaginaire, tel quel. Il y a un monstre, Cyclope, qui a passé sur le corps. Le bout en train est à son dernier sommeil, couché sur les dormants. Il courait plus vite que le temps. Mais la mort était en avance. D'un coup, à un moment donné, la vache, elle, une vache à la langue longue, la vache, elle tire la langue longue pour manger le brin de foin. Elle avale le brin de foin, mais ça s'est fait rapidement, ce qui fait que le petit pousset, il n'a pas eu le temps de lâcher le brin de foin. Avec la vache, elle l'a avalé avec le brin de foin. Pour l'Îlet, la région de l'Îlet, on a choisi de rencontrer un monsieur qui s'appelle Alfred Gagnon. Alfred Gagnon est producteur forestier. Il vit sur une petite ferme à Saint-Aubert. Si on a été intéressé à le rencontrer, c'est du fait que M. Gagnon fait ce qu'on dit dans le jargon du conte traditionnel. Autrement dit, du conte qu'il a pu apprendre de sa mère, en l'occurrence. Quand ma mère était jeune, ma mère était venue au monde en 1908. Puis quand elle était jeune, il y avait une vieille madame qui allait là, chez elle, filer de la laine. Puis cette vieille madame-là, elle s'installait au grenier avec le rouet, puis elle filait. Fait que l'origine de ces contes-là, c'est ça, c'est des contes d'une Madame Ouellette, que la Madame Ouellette en question, j'ai aucune idée que ma mère a ramassé finalement entre les années 1915-1920, puis qu'elle nous a transmis. Mais ma mère, elle, quand elle commençait un conte, elle nous disait toujours, elle avait toujours la même formule, elle disait « Conte et raconte, la petite chienne à mon oncle a fait un petit pâté sur le coin du four. Le premier qui parlera le mangera. » C'était pour nous demander le silence. Quand j'ai commencé à en compter, je suis retourné la voir, puis là, elle m'a renligné sur un paquet de choses que moi, j'avais oubliées, mais elle s'en souvenait encore. La mère, elle prend la chaudière pour aller tirer la vache, puis elle arrive au côté de la vache, puis la vache, il fallait qu'elle se place pour la traire. Elle arrive avec le banc, elle pousse la vache un peu, tasse-toi, borrette. Le pousset, lui, était dans le ventre de la vache, puis il aimait jouer des tours. Fait qu'il répond à la mère, « Non, je me tasse pas. » Donc, Jocelyn Bérubé, si je reviens, Jocelyn est dans la légende. On n'est plus dans le conte. Pour les besoins de notre projet, on lui a fait conter Alexis le Trotteur, une des grandes légendes du Québec. La légende, c'est le récit qui est placé dans un temps et un espace et qui est un objet de croyance partiel. Dans le conte, au contraire, il n'y a pas un lieu fixe. Il n'est pas figé dans le temps, il n'est pas figé dans l'espace. Il était une fois, dans un pays fort, fort, fort lointain, un roi qui avait une fille belle comme le jour. Voilà, on a mis la table, on est prêt pour un conte. La mère a dit, coudonc, la vache parle, ça se peut pas. Puis là, elle a dit encore de se tasser. Puis là, le poussette, il dit, hey, je suis tanné de me faire dire ça. Je l'ai dit que je me tasserais pas, puis je me tasserai pas, c'est tout. Les contes à rire, c'est principalement pour, le mot le dit, rire, mais surtout s'amuser en inversant les rôles sociaux, en se jouant. Donc, le personnage de Tijan, l'habitant, le pauvre qui reste au fond d'un rang, va se jouer du seigneur, va se jouer du curé, donc ses autorités morales et politiques en place. Ça fait qu'elle va chercher son mari, elle dit, tu sais pas, la vache parle. Il dit, oh non, es-tu viré, ça se peut pas que la vache parle. Ben, elle dit, viens, tu vas l'écouter toi aussi. Puis là, elle arrive au côté de la vache, elle dit, range-toi, Coyette. Le poussette, il dit encore, ben non, je l'ai dit que je ne me tasserais pas, puis je me tasserais pas. Ça, le père, il dit, la vache qui parle, il dit, ben ça, il dit, le diable est pas loin. Alfred Gagnon, c'est aussi un artisan vannier. Le métier traditionnel, c'est ceux qui tressaient les paniers. Ça pouvait être les paniers d'osier. Dans son cas, lui, c'était l'aune rouge. On dirait que dans l'esprit des gens, souvent, les métiers manuels sont un peu comme, pas méprisés, mais tu fais ça parce que, surtout les métiers forestiers, tu fais ça parce que si tu bûches, là, c'est parce que, bon, tu n'es pas capable de faire d'autres choses, tu bûches. Mais c'est des beaux métiers d'adresse. Autant les contes, mettons, que la fabrication de paniers. Je trouve que c'est les beaux savoirs qu'il y avait localement
Puis je trouve ça intéressant qu'ils ne se perdent pas. Puis les contes, je trouve aussi que ces contes-là, ils ont traversé l'océan avec... ils comptent les rois, puis il n'y a pas eu en Amérique des rois. Fait que donc, si les rois sont dans la tradition pour ces contes-là, ces contes-là, ils viennent de loin, puis je trouve ça intéressant qu'ils ne se perdent pas. Donc là, ils ont fait une grande fête, ils ont invité tous les gens d'Armor des alentours, puis moi, ben ils m'ont invité pour aller lui conter des menteries. Oui, une fois, j'ai eu une pensée pour ma mère en comptant. J'avais été faire un compte à l'ITA, à la bocatière. On m'a demandé pour... en tout cas. Puis ma mère était mourante. Morte le lendemain ou le surlendemain, je pense. Puis là, j'y ai pensé. Mais j'y ai pensé avant le compte. J'y ai pas pensé en comptant, là. Mais j'y ai pensé avant le compte. Je trouvais que c'était un beau timing, là. Puis je trouvais que c'était un beau moment de léguer quelque chose que j'avais eu d'elle. Puis elle disparaissait. Elle quittait ce monde-là, mais le conte que j'avais eu d'elle continuait là-dedans. Je trouvais que c'était une belle conjoncture. Un assez beau moment que les oiseaux vous accompagnent en le racontant à ce moment-là. N'est-ce pas? Oui. À l'âge de 7-8 ans, là, après souper, dans ce temps-là, il y avait de la TV, mais pas comme à cette heure, il y avait moins de postes. Puis on était habitués d'entendre des contes. Fait que de temps en temps, on disait à mon père, papa, qu'on tenait un conte. Des fois, ça ne disait pas, mais quand ça y disait, puis qu'on avait à bout d'avoir un conte, là, après ça, là, on était correct. Des fois, on était mort pour 2-3. C'est pour vous dire qu'une fois, c'était un roi. Il y avait 3 bons garçons. Il y avait un qui s'appelait le Pierre, il y avait le Baptiste, puis il y avait Tuet. Je me sentais comme embarqué dans le camp. Directement, là, ça passait pas à côté. Si on parle du conte qu'il y avait Barbeau au Croc, il me semble que je voyais le Barbeau au Croc. Il me semble qu'il y avait un visage pour moi, avec la barbe longue. Turchaine, lui, il tordait les gens. Il était un homme fort dans la montation. On se fait tout un visage. Il voyait plus clair. Fait que là, il était après par la vue. Il dit à ses garçons, il avait entendu dire que dans telle place d'un pays, qu'il y avait de l'eau qui renaissait à l'âge de 15 ans. Fait que lui, il dit, écoute un peu, il dit, mes garçons, il dit, vous allez prendre un bâtiment, puis vous allez aller me chercher cette eau-là qui rajeunit à l'âge de 15 ans. Le conte merveilleux, en fait, c'est l'objet magique. Si le rire permettait de se distraire en échangeant les rôles, dans le conte merveilleux, c'est l'objet de la quête. La fille a dit, tu viens, elle dit, écoute un peu, si t'embarques sur son dos, elle dit, elle va boire de l'eau à cette ressource-là, à tous les matins. Va là, puis suis la petite biche, puis reviens. On peut retrouver différentes versions de ce récit-là. On peut retrouver dans Grimm, dans la tradition allemande, on peut retrouver des versions. Ce qui est intéressant, comme ça, c'est qu'on retrouve des mécaniques qui articulent, et c'est toujours les mêmes. C'est, par exemple, l'avertissement. Tu peux pas manquer ton coup, mais sauf qu'il faut pas que tu retardes dans le chemin, parce qu'il peut arriver des malheurs. Mais le fait qu'on transgresse, la transgression, fait en sorte aussi qu'on a des péripéties. Tout d'un coup, il arrive dans une chambre, il y avait une belle princesse avec un beau voile dans la face. C'était une princesse qui avait été amorphosée. Dans ce temps-là, ça arrivait, les princesses, ils étaient amorphosées pour 1 an et 1 jour. Je me trouve actuellement dans la cuisine où, quand Ernest était enfant, parce que c'est la maison où il est né, il a pu entendre les récits de son père, les récits de sa mère. Tu sens-tu que si les planches ici, les murs pouvaient nous parler, ils ont été témoins de beaucoup de choses? C'est sûr. Ernest va seulement commencer, parce qu'il est le dernier enfant d'une famille de 14 enfants, il va commencer sur le lit de mort de son père. En 1953, Luc Lacourcière, le professeur de l'Université Laval, le fondateur des archives de folklore de l'Université Laval, va entendre parler qu'il y a un conteur en Bellechasse, un Fradette, qui aurait un assez grand répertoire. Et on cherchait justement ces contes merveilleux-là, ces légendes traditionnelles-là, dont les origines peuvent remonter à la Bretagne. Enfin, on ne peut même pas situer les origines tellement c'est loin. Plus loin que ça, là, j'aurais de la misère à vous dire, là, mais c'est mon grand-père qui avait tous ces contes-là. Je sais pas s'il a pris ça dans les chantiers ou exactement où, je peux pas vous dire. Là. Et ils arrivent à Saint-Raphaël, rencontrent un homme mourant, mais un homme passionné, investi de déposer cet héritage-là. Ils vont se mettre à enregistrer des contes, enregistrer des histoires, enregistrer des chansons.
Et là, la coursière est tombée sur un gisement. Et quand, sur son lit de mort, il ne peut pas finir l'histoire, parce que des fois, c'est des récits qui peuvent durer 20-30 minutes, il demande à sa femme, Délina, de les raconter, de finir l'histoire. Et Ernest va commencer en 55, sur le lit de mort à son père, en 53, il va raconter quelques histoires, même si le porteur en titre est encore là, parce qu'il ne peut plus. Mais en 55, là, c'est le début, la coursière revient. Ernest, il dit, je vais vous les conter, les contes de mon père, je les connais tous. Je l'aime, puis je la marie. Il a marié la fille. Ils ont eu, je pense, 18 enfants, puis ils ont eu des noms pour toutes, puis c'est tout. Puis c'est la même chose avec Jean, c'est que Jean n'a jamais compté du vivant de son père. Ça a été après que mon père est décédé, quand ils m'ont demandé de faire un hommage. Michel Faubert était là-dedans. Moi, je pense qu'il a puisé beaucoup chez M. Fradette. Ouais. C'était un peu comme on dit son mentor, ça. Il est allé le voir souvent chez lui. Connecté, il a fait des spectacles avec lui. Moi, j'ai vu Michel avec M. Ernest Fradette à Québec. Aujourd'hui, si on consulte les archives et qu'on commence à étiqueter les différents récits, il y a plus de 10 heures d'enregistrement continu de contes et de légendes dans la famille Fradette. Puis je me suis pratiqué un petit peu. J'ai réécouté le conte parce que là, je me sentais un petit peu stressé par ça. J'ai dit là, il va falloir que ça... Mais ça finit que ça a très bien été. C'est formidable que le fils de M. Fradette, Ernest, qui était celui qu'on connaissait, celui qui était... ait un descendant conteur aussi. Hein. Jean. Tu sais, aujourd'hui, en 2015, là. Compter un conte devant mon père, un petit conte, je pense que ça m'aurait gêné. Puis mon père disait la même chose. Mon grand-père, c'était un grand conteur. Mon père, il dit que son père, il comptait mieux que lui. Puis moi, je peux quasiment dire que mon père comptait mieux que moi tout. Le lien se fait encore. C'est formidable. Donc, ça vient de loin, le Clophos. Puis, tu sais, on est 100 ans qui demandent de tradition, là, de famille, tu sais, qui continue. Ça, c'est une exception à la règle, tu sais. Ils ont fait une grosse noce, puis ils ont eu pour moi une quinzaine de petits-enfants, puis ils ont eu des noms pour toutes, puis c'est tout. Toujours est-il qu'il y avait dans le fond d'un rang un garçon qui s'appelait Tijan. Puis il avait aperçu entre les branches la belle princesse qui se faisait sécher là, à l'ombre d'un rocher. S'était baigné. Et quand il l'a vue, il l'a trouvée tant et si belle qu'il s'était mis à trembler comme un veau qui a trop bu. La Côte-du-Sud, c'est la région administrative, le territoire qui sépare Saint-Étienne de Beaumont, donc en Bellechasse, jusqu'à Saint-André de Kamouraska. Montmagny et Lillet, ça va de soi, on est au cœur de la Côte-du-Sud, jusqu'aux lignes américaines aujourd'hui, parce que les territoires québécois vont jusqu'aux lignes. C'est une terre fertile de l'imaginaire. J'ai eu la chance aussi, dans mon jeune âge, d'entendre un conteur, Ernest Fradette, qui venait à mon école, l'école primaire du village. Il avait juste à traverser la rue, il venait comme ça, et il pouvait nous raconter à la bibliothèque ces histoires-là. C'était une fée marraine. Elle a dit, je vais te donner une petite baguette. Avec cette baguette magique-là, tu auras juste à dire, tiens bon, puis tout ce que tu vas pointer, ça va coller. J'ai eu la chance de pouvoir me nourrir à une source pratiquement intarissable parce qu'il était inspirant. Donc aujourd'hui, au sortir des études, j'ai le plaisir aussi de participer comme, je dirais, agent du patrimoine, soit comme ethnologue, conférencier, enseignant, ou soit aussi comme chercheur. Parce que c'est ça la tradition aussi. Mais aussi comme promoteur culturel d'événements, comme conteur aussi, artisan de cette parole-là. Dans ce temps-là, on s'assoyait sur les pots comme ça, puis on faisait notre besogne. Mais aussitôt qu'elle a commencé, le ben mon petit Jean qui prend sa baguette puis qui dit « Tiens bon ». Depuis à peu près une vingtaine d'années, on assiste à un intérêt pour des personnes à pousser le conte vers une reconnaissance artistique. Quand la princesse est venue pour se relever, le pot est resté pogné là. Malheur et damnation, comment je vais m'y prendre? Je peux pas me présenter à la cour de même. Elle dit, on va rire de moi, je suis une princesse. Aujourd'hui, en 2015, ça pullule le festival de contes et de légendes au Québec. Il y a beaucoup de gens qui suivent la fameuse lancée de Fred Pellerin. Il n'est pas le premier conteur du renouveau du conte, mais il en est
un porte-parole, un porte-étendard, parce qu'il l'a amené à un niveau qu'on n'a jamais vu avant. Sur le territoire, on a 2 grands événements de contes. Il y a le conte du littoral qui se déroule à Saint-Michel, Beaumont et Saint-Vallier. Il y a aussi le Festival international du conte Joe Violon de Lévis. C'est des festivals qui en sont à leur 12e ou 13e année, 13e édition d'existence. Là, j'ai l'impression que ça revient un peu parce qu'il y a une nouvelle génération aussi, comme Nicolas ou des jeunes un peu partout qui sont, tu sais, qui rebrassent un peu la cabane, tu sais. En 2013, je fondais les Publications Blanche-Brune, tout ce qui touche de près ou de loin à l'imaginaire du conte, de la légende ou du mythe. Les Publications Blanche-Brune, c'est aussi ça, c'est d'adapter les multimédias, toutes ces technologies-là qui nous permettent la diffusion. Mon projet de CRTAF, c'est un site web, catalogue du récit traditionnel d'Amérique française, un grand intitulé. Il y a un portail, il y a 3 grands champs narratifs traditionnels, le mythe, le conte, la légende. Et le CRTAF se veut à la fois un outil de classification, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur différents genres narratifs traditionnels et d'en avoir des extraits ou du moins d'en repérer des archives. Donc tous les contes qui parlent des objets magiques. Et là, on a les classifications internationales, l'anneau, Aladdin. Ici, on trouve par exemple la version de Tous collés ensemble. Si on clique dessus, on arrive à ce que je disais tantôt, l'Enigma, qui est le fond de collection. Donc, on a une version ici qui s'appelle Tiens bon. Il dit, c'est toi ça, mon petit Jean. Il dit, c'est toi. Il dit, je vais te faire pendre. Demain matin, je te fais écarteler. Je vais faire tellement de la petite moue à charpie, de la petite moussage avec toi, je vais en avoir pour nourrir tout mon troupeau de bêtes à cornes. Ben, il dit, c'est correct, monsieur Leroy, si vous voulez rester là. Il dit, c'est un sort. Puis il dit, les sorts, c'est tricoté serré. Il n'y a rien pour déprendre ça. Moi, on m'a dit un jour, si tu veux savoir où tu vas, il faut d'abord que tu saches d'où tu viens. Le conte, c'est... J'espère aussi le plaisir de compter dans sa maison. Je ne veux pas dire que mes enfants vont devenir des conteurs. Je ne veux pas non plus être un puriste et dire, voilà, moi, je suis d'une tradition. Non, c'est plus grand que ça. C'est une partie de ce qui est de moi, c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Et pour moi, c'est aussi un patrimoine, c'est aussi une tradition, c'est une identité. Parce que je vais compter à l'école de mes filles, je retourne aux sources toujours. C'est là que j'ai entendu Ernest les premières fois à l'école. Et de voir l'émerveillement dans les yeux d'un enfant, c'est la plus belle récompense qu'un père peut avoir, mais aussi qu'un conteur peut ressentir en comptant, parce que c'est la récompense ultime, la communication. Ben, le roi n'a pas eu le choix de donner sa fille à mon petit Jean, qui a gagné sa princesse. Ils ont célébré 2 semaines de grosses noces. Ils se sont aimés. Ils ont eu, je pense, une 12aine d'enfants. Ils ont trouvé des noms pour toutes, puis c'est tout. Les enfants embarquent au bout dans le conte, puis tu peux quasiment te demander, ils vont-tu marcher là-dedans? Ils sont tellement habitués aujourd'hui d'être stimulés par la TV, par leurs jeux d'ordinateur, n'importe quoi. Quand t'es 16 et un 8. Des petits gars, des petites filles qui ont des troubles déficit d'attention, là, qui sont pas capables d'écouter le prof 15 minutes, là. Quand ils embarquent dans un spectacle de conte, là, ça peut durer 1 heure, ils en veulent encore. Là. Cric-crac les enfants, parli, parlo, parlons. Pour en savoir le court puis le long, passez le crachoir à Joe Violon. Sacatabi, sacataba, apporte les ceux qui écouteront pas. Ils sont dedans au bout, au bout. Il y a une magie qui est là. C'est le voyage dans l'imaginaire. Le meilleur public pour le conte, c'est celui qui a envie de l'entendre, tu sais. C'est celui qui a envie de partir en voyage. Fait qu'une couple de semaines après, on se crachait dans les mains et ouais, sur l'aviron. Parce qu'on montait au chantier dans ce temps-là en canot d'écorce. C'était quelque chose dans ce temps-là, le métier de voyageur, mesdames et messieurs. C'était pas comme aujourd'hui, à cette heure abondance. Tu pars, t'arrives, tu voyages plus. Dans ce temps-là, on voyageait. Lévis peut se rattacher à ce territoire légendaire-là pour diverses raisons. Et l'une de ces raisons-là, c'est notamment l'influence de l'auteur
Louis-Honoré Fréchette. Lui, quand il était petit, 9 ans à peu près, dans le quartier ici, il s'organisait des veillées de contes, puis c'était un bûcheron qui s'appelait Joe Violon. Tu lui servais un petit verre de fort, puis il partait, puis il contait des histoires de chantier, la chasse-galerie, les lutins dans le bois, tout ça. Puis Fréchette, il nous dit que lui, de mémoire, il nous a transmis les contes de Joe Violon. Après ça, dans quelle mesure il les a pas inventés? C'est des souvenirs d'enfants, mais ce qui est certain, c'est qu'il nous a légué un héritage, un patrimoine, puis aussi un langage. Coq Pomerleau, on y connaissait même pas d'autres noms. Je lui ai dit, c'est correct, mon coq. Je lui ai dit, si t'es bloqué puis tu te comportes en brique, j'ai dit, tu vas voir, il n'y en aura pas un ciseau dans sa règle pour t'en remontrer l'année prochaine, je t'en signe mon papier. Fait que je lui ai dit, va t'acheter une batte-feu, une paire de bottes Malouine, une paire de raquettes. Puis j'ai dit, embarque avec moi, t'es mon clair. Pour moi, le conte comme enfant, c'était Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, les contes de Walt Disney, les contes de Grimm, comme un peu tout un chacun. Olivier, dans les faits, ne puise pas dans une tradition orale où le bouche à oreille se fait sentir depuis son plus jeune âge. J'avais fait un peu d'impro cégep. Je faisais des jeux avec mes amis, des meurtres et mystères, des activités comme ça, Donjons et Dragons. Ça m'amène à parler de la maison natale de Louis Fréchette. C'est une plaque tournante actuellement sur beaucoup d'activités culturelles, la promotion, l'interprétation, la diffusion. Et le conte, il prend une grande place. C'est Carole Légaré qui dirige le festival Le Conte ici à Lévis, le festival Joe Violon, qui m'a demandé « Ça te tente-tu d'être notre Joe Violon? » Il n'y avait pas à se méprendre, là. On arrêtait de ramer, on mettait notre main dans le courant, on fisquait le rivage. On collait que la vaigneuse de rivière, elle coulait en remontant. Coulait en envers. J'ai vu ça, moi. C'est qu'en plongeant dans les nouvelles de Louis Fréchette, les nouvelles écrites, on parle d'un contenu figé. Et là, le jeu est de prendre ce récit, de se le mettre en bouche. Tant qu'à mon coq Pomerleau, lui, qui avait bu pas mal, c'était normal qu'il fût d'un pétac, hein? Mais moi, par exemple, qui est toujours sobre, bon, Harry, moi, c'est vrai que je défouille pas devant une petite beluette de temps en temps, là, quand j'ai besoin de pousser un conte ou bien pour pousser une chanson de cage ou quelque chose, mais non, moi, je bois jamais. C'est cage dans le chantier, comme à maison, comme sur le voyage, j'en prends jamais trop. Il disait, dans un chantier de bûcheron, ça te prend un bon compteur puis un bon cook. Puis là, t'es capable d'avoir ton monde pour l'hiver, là, tu sais. J'ai dit où c'est que ça va nous mener, c'est une rivière ensorcelée. Peut-être bien droite en enfer. J'ai dit, j'aime mieux pas le savoir. J'ai dit, quand on revire de bord, on s'en retourne à Bytown. J'ai dit, moi, de toute façon, j'en ai assez du métier de voyageur, là. Dans l'Outaouais, dans Gatineau, c'était du monde qui venait d'un peu partout au Québec. Ça fait qu'ils se réunissaient. Puis là, mais s'il y avait un ou deux ou trois personnes qui connaissaient des contes puis qui se les comptaient durant un veillée, mais là, les contes circulaient. Les chantiers de bûcheron étaient un véhicule pour la transmission des contes. À un moment donné, je vois un canot en avant de nous autres. J'entends « Joe Violon! Y est-il dessoulé? » Ah là, les deux bras me tombent. C'était nos gars qui revenaient de Bytown. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils auraient dû être l'autre bord. Ben, croyez-moi pas. Mais ça a été de même tout l'hiver. Tout le chantier est ensorcelé. Même le soleil, il savait plus quel bord se lever, ni quel bord se coucher. Les autres gars, eux autres, ils avaient le goût de rire, mais Coq Pomerleau, lui, il avait pas envie de rire, pas de miette. Ça a été son dernier hiver d'un chantier. Il a plus jamais touché une hache. Il est retourné dans Beauce, puis la charrue. Il n'a plus jamais voulu revenir d'un chantier. Sakatabi, Sakataba, son histoire finit comme ça. Aujourd'hui, c'est en train de devenir un art de la scène. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que sinon, il serait peut-être mort, le conte, tout simplement, parce qu'il était remplacé par la TV puis le cinéma. Ce n'est plus possible qu'il meure. Il a failli mourir, il en menait pas large, là, à un moment donné, là. Il était fait. Mais non, encore la braise. Il y a encore un petit peu de braise, là. En soufflant un petit peu dessus, puis ouh. C'est bien plus facile de se plugger devant un film que de raconter une histoire. T'sais, ça demande une écoute, ça demande quelqu'un qui est capable de la conter. T'sais. Fait que cet aspect-là, ben, peut-être qu'il s'éteint, mais le conte, lui, il s'éteint pas, parce qu'il y a des festivals, on le récupère, le conte, on le garde vivant. Paraît-il, mes amis, qu'il n'est pas mort. Ce qui est devenu une légende. Puis les légendes, c'est comme les arbres, puis les enfants, ça grandit au fil des ans.
Puis au travers de ça, il se passe des enseignements, puis il y a des perles de sagesse, puis d'enseignements que l'humanité se transmet de génération en génération à travers le conte. Mais au lieu de s'adresser à toi directement, il passe par le divertissement. Il te raconte une histoire, on a du plaisir à s'imaginer ça, puis pendant que ton cerveau rationnel s'endort, puis il a du plaisir à voyager dans une histoire, mais ta conscience, elle capte d'autres choses. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Ben, parce que, moi je dirais par devoir d'humanité, devoir de citoyen, devoir de mémoire, devoir que t'as pas le choix parce que on te l'a donné pour que tu le redonnes. Parce que c'est pas à toi. En fait, on te l'a donné, on te l'a prêté, on t'a donné des petites richesses, des petits trésors. Il y en a qui valent plus cher que d'autres là-dedans, mais si on passe pas en prix que ça vaut. C'est en émotion. Alors, t'as pas le choix, faut que tu leur donnes, faut que tu leur passes.